one person already using the brand new system. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour répondre un peu à toutes les questions que vous m'avez envoyées en DM sur Instagram, parce que ça me prend beaucoup de temps de répondre singulièrement à chaque personne, alors que beaucoup de questions elles reviennent parce que c'est un peu les questions que tout le monde se pose, j'imagine. Donc du coup j'ai décidé d'y répondre en vidéo. Autrement, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les marquer en commentaire ou alors m'envoyer un DM et je pourrai y répondre ou y répondre dans une prochaine vidéo. Ça c'est dit. Mais avant tout, dans la vidéo d'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une marque qui m'a envoyé donc ce petit coffret de bijoux avec 3 bijoux à l'intérieur. Je mettrai les gros plans ici. Mais ça inclut une paire de boucles d'oreilles, ce collier là, donc c'est un collier triple, et ce bracelet. Je mettrai les gros plans. Tous les trois ils sont en couleur or, donc je les ai depuis environ 2 semaines maintenant et ils se sont pas noircis, donc en fait c'est pas des bijoux qui noircissent. Moi j'ai choisi donc en or, donc c'est du vrai or ou du plaqué or, donc c'est pour ça que ça noircit pas en fait. Et donc je mettrai le lien du site dans la description, mais comme vous pouvez voir c'est pas genre une marque hyper chère, ça commence environ de 40 € par exemple pour les boucles d'oreilles. Après il y a des pièces beaucoup plus chères selon ce que vous voulez, mais les premières choses elles sont accessibles pour un cadeau ou même pour soi-même. Donc le site met en avant qu'il a une empreinte zéro sur le carbone, donc en gros ça veut dire qu'ils sont durables pour l'environnement entre guillemets. Donc leur but c'est d'avoir une empreinte zéro à la fin de 2020 et de continuer sur cette... Donc du coup j'aime bien ce collier là parce que c'est un collier triple, c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce qu'en fait en gros ils m'ont demandé de choisir 3 pièces. J'ai choisi ce collier là parce que c'est un collier triple, donc du coup même si j'en porte un seul ça fait comme si j'en portais 3. Du coup c'est assez pratique. Pareil pour le bracelet, j'ai pris un bracelet double parce que j'ai un petit poignet et donc du coup si je porte qu'un seul, bracelet simple, des fois ça fait un peu bizarre. Donc du coup si je porte un bracelet double j'ai l'impression que ça fait moins bizarre. Du coup voilà. Et les boucles d'oreilles je les ai choisies parce qu'elles sont super classe. Et surtout parce qu'elles sont pas très grosses, et derrière la fermeture ça fait comme un papillon et c'est pas juste un clou, parce que des fois si c'est juste un clou, comme je dors sur le côté ça me rentre dans l'oreille, donc du coup là c'est comme un papillon, donc la pointe de la boucle d'oreille elle est protégée. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là, mais il y en a beaucoup, quasiment toutes sur le site qui sont comme ça, parce que j'enlève pas mes bijoux quand je prends la douche ou alors quand je dors. Du coup pour l'instant j'ai dormi et pris ma douche pendant 2 semaines avec et elles sont encore parfaites. Pour terminer je mettrai donc en lien dans la description le site, le code de réduction, je crois qu'ils m'en ont envoyé un pour vous. Donc voilà, j'espère que vous irez voir leur site, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé leur site. D'ailleurs je pense que je vais acheter un cadeau pour une amie à moi sur leur site, Martine, je sais pas si vous voyez qui c'est. Et du coup voilà. Donc du coup voici les questions que vous m'avez posées maintenant sur médecine. Donc j'ai l'impression, enfin je sais qu'il y a eu une réforme PACES, un truc chelou en France par rapport à la PACES de l'époque. En tout cas le concours pour entrer en médecine. Personnellement c'était pas comme ça pour moi parce que moi mon concours en Italie était avant la rentrée, donc il était en septembre, donc il fallait se préparer l'été avant de commencer médecine. Donc du coup beaucoup de mes amis ont fait biotechnologie, Martine elle a fait biotechnologie, Frédéric elle a fait biotechnologie, Jules elle a fait pharmacie, d'autres potes à moi ont fait biologie, biotechnologie. Personne n'a fait infirmière, mais tout le monde a fait quelque chose et en parallèle ils ont travaillé médecine. Moi j'ai juste travaillé l'été avant de faire le concours en fait. Donc du coup je suis de 97 et il y en a beaucoup qui sont de 96, de 95 ou même de 94, parce qu'en Italie la différence c'est qu'on ne peut pas faire qu'une ou deux fois le concours pour rentrer en médecine. On peut le faire autant de fois qu'on veut parce qu'on ne prend pas de place dans une université, donc du coup ça en ça que c'est différent. Je sais que en France il faut faire un premier semestre, après il y a une sélection, un deuxième semestre il y a une sélection, en tout cas c'était comme ça à l'époque, et on pouvait faire 2 fois peut-être, pas forcément à chaque fois. Donc je sais qu'il y a eu une réforme, donc si vous voulez vous lancer et marquer la réforme dans les commentaires pour l'expliquer un peu à tout le monde, vous pouvez. Autrement je pense qu'on trouve ça facilement sur Google. Donc la première question qu'on me pose tout le temps c'est est-ce qu'il faut prendre des vacances, est-ce que j'ai pris des vacances avant de faire médecine. Donc comme j'ai expliqué juste avant, mon point c'est que moi mon concours pour rentrer en médecine était en septembre. Donc en fait c'est pas qu'il fallait que je tienne 9 mois pour arriver de septembre au partiel de la fin de l'année. Pour moi c'est tout le travail était à faire dans l'été qui précédait en fait ma rentrée. Donc je pense que c'est important de prendre des vacances parce que je sais que moi quand je suis arrivée au bout de
3 mois parce que j'ai travaillé pour entrer en médecine en juin, juillet, août et après j'ai fait le concours en septembre. J'ai fait le concours le 14 septembre il me semble, ou le 10 septembre. Et du coup mon travail était concentré dans ces 3 mois là, donc non j'ai pas pris de vacances. Mais après j'ai eu des vacances du concours, après ils doivent corriger les concours de tout le monde. Et après ils doivent faire les affectations à l'intérieur des universités parce qu'en Italie le concours est national. Donc j'ai officiellement commencé les cours en fin novembre il me semble, ou tout début décembre. Donc du coup j'ai pris après des vacances de octobre à décembre et c'était vraiment nécessaire avant d'entamer ma vraie première année de médecine. Donc pour moi c'était après le concours, mais si vous devez passer le concours en fin de l'année suivante, je pense que c'est quand même nécessaire après le bac. Enfin cette année c'est un peu différent, il n'y a pas le bac à cause du Covid-19. Si vous regardez cette vidéo une année différente... Covid-19 Oui, Covid-19, si vous regardez la vidéo une année différente de cette année. Mais si vous avez le bac à passer en fin juillet, enfin ou début juillet ou je sais pas comment ça s'appelle, enfin je sais pas quand est-ce que c'est, ben il vaut mieux je pense prendre au moins 2 semaines de vacances parce qu'autrement vous allez arriver genre un an plus tard, si vous êtes déjà la tête dans le guidon, je pense que vous allez arriver mort. Et puis comme il faut tenir un an, et ben il faut tenir sur la longueur et pas forcément faire un sprint tout de suite. Donc selon moi c'est important de prendre des vacances. Et parce que moi j'en ai eu besoin après mon concours de vraiment souffler avant de rentrer en ma première année de médecine. Après par contre je sais que quand je suis arrivée donc ma première année de médecine, c'était un peu dur genre de savoir j'ai commencé lentement en fait. Et ce que j'aurais dû faire plutôt avec le recul, enfin c'est dire genre ok j'arrive à l'université, imaginons le 1er décembre, je commence aujourd'hui à travailler. Parce que je sais que j'ai passé 3 semaines là-bas à être un peu genre c'est le début, c'est le début. Du coup je tournais des pages dans mon livre un petit peu inutilement, je surlignais tout, genre mon livre était jaune, rose, fluo, vert, fluo. Et je me souvenais de rien du tout. Donc je pense que c'est important de choisir un jour. Je sais que moi le jour où j'ai commencé à travailler c'est en décembre quand je suis rentrée chez mes parents. Donc c'était genre fin décembre pour Noël. Je dis ok maintenant je suis en médecine, il faut vraiment que je m'aide à travailler. Et donc du coup je me suis dit aujourd'hui je commence. Donc en gros c'est bien de se fixer un jour, par exemple si vous voulez prendre 2 semaines de vacances, se dire ok le 14 juillet je commence. Et donc du coup le 15 juillet plutôt que le 14 parce que ça n'a pas de sens de commencer le 14. Le 15 juillet je commence, donc le 15 juillet vous vous réveillez et vous commencez vraiment à vous faire un planning pour tout ce que vous voulez voir pendant l'été si vous voulez travailler avant de rentrer en médecine. Je sais qu'il y en a qui ne le font pas, je sais qu'il y a des pré-rentrées aussi par le tutorat, je pense qu'elles sont importantes. Et du coup je pense qu'il faut se fixer une date départ et comme un début d'une course en fait. Parce que si on n'a pas une date fixe, c'est un peu possible de genre toujours renvoyer au lendemain et commencer lentement et pas vraiment avoir de planning et finalement plus perdre du temps à genre surligner des choses et tout ça plutôt que faire un travail organisé et pas entre guillemets perdre du temps dans ses vacances d'été un peu pour rien. Donc comme j'ai mentionné tout à l'heure, il y a une pré-rentrée du tutorat. Et en réalité moi j'ai fait la pré-rentrée du tutorat à Nice. Donc du coup s'il y a des carabins niçois, j'ai fait ma pré-rentrée, donc du coup j'ai un marin et une marraine. Un parrain et une marraine. Parce qu'en fait si je réussissais pas médecine en Italie, j'avais l'intention de rentrer en médecine en France. Donc du coup j'avais quand même fait la pré-rentrée. En Italie ça m'a pas servi parce que le concours il était pas sur les mêmes choses qu'il est travaillé en France, genre la biologie cellulaire et l'embryologie. Le concours il est sur des sujets différents, donc ça m'a pas été utile pour cette chose là. L'anatomie m'a été utile par contre, la biologie, la physique, les biostatistiques m'ont été utiles. Mais embryologie, biologie cellulaire, ça m'a pas été utile par exemple pour le concours en Italie. Mais au moins si j'étais rentrée en France ça aurait été utile. La pré-rentrée c'est super parce que vous pouvez avoir comme j'ai dit un parrain et une marraine qui vont genre vous accompagner toute l'année. Et en plus de ça j'ai connu plein d'autres gens. Et aussi j'ai rencontré des gens que je connaissais d'avant, enfin qui étaient dans mon lycée quoi. Et que si on s'était pas rencontré à la pré-rentrée, ben peut-être qu'on se serait juste croisé à la fac et on serait pas devenus potes. Alors que je pense que si vous faites des potes à la pré-rentrée, ben vous pourrez les avoir toute l'année. Alors que dans un amphi, ben, je pense que c'est plus dur de se faire des potes parce que vous n'allez pas les voir genre, dans un amphi des gens au pif genre hey. Alors que la pré-rentrée c'est des groupes réduits. Donc du coup si bon, c'est plus facile je pense de rencontrer quelqu'un. Et je me souviens on avait fait des pique-niques et tout pour se rencontrer. Et on était sortis, on était à la McDo. On avait travaillé aussi, mais on avait fait genre plein de choses pour se connaître. Et après je pense que c'est bien, surtout si c'est une année difficile, d'avoir des amis parce que bah, être tout seul c'est pas cool. Et aussi parce que bah, si vous voulez vous entraider pour travailler ou alors se garder une place à la BU ou des choses comme ça, je sais que c'est bien. Je sais qu'en première année, enfin moi j'étais déjà rentrée en médecine et la fille de ma chambre elle s'est fait aucun ami. Et du coup à la fin de la première année elle a carrément arrêté médecine. Elle a dit genre, elle était déjà en médecine hein. Elle a dit non enfin je me sens pas bien ici, je suis trop triste, je suis loin de ma famille, j'ai pas d'amis, j'ai envie de rentrer chez moi donc j'arrête médecine. Donc du coup c'est pour ça je pense que c'est important d'avoir des amis. Parce que quand on est seul, on n'est pas créé pour être seul je pense. Je suis pas quelqu'un d'hyper social, genre j'aime pas du tout sortir, je déteste aller en boîte de nuit. Mais
j'aime bien avoir mes amis, mon petit cercle d'amis avec qui je me sens bien, avec qui j'ai confiance, et ça permet genre quand on a des moments difficiles de pouvoir leur parler, ou quand ils ont des moments difficiles de nous parler. Donc du coup voilà. Après une autre question, tout le monde me demandait si j'avais une écurie. Non, alors en fait j'avais regardé à Nice, je sais qu'il y a une écurie, je sais pas comment elle s'appelle. Bon, il y a une écurie connue à Nice, j'étais allée voir mais ça coûtait grave cher, donc du coup j'avais pas l'intention d'en prendre une. Peut-être que j'en aurais pris une si j'avais doublé ma première année en France. Bon, en Italie il y a des sortes d'écuries, mais comme j'ai passé le concours l'été même où j'ai commencé à le préparer, en fait j'en ai pas eu besoin de regarder en fait. J'ai juste acheté les livres de préparation et je me suis préparée comme ça. Donc j'avais pas l'intention de prendre une écurie parce que le coût il est vraiment énorme et que j'avais peur de, imagine genre je réussis pas médecine et après je vais payer tout ça à mes parents, enfin je me serais sentie un peu mal je pense. Donc du coup je n'en avais pas pris, c'était une discussion avec mes parents. Au début je voulais vraiment prendre une parce que j'avais peur de pas être entre guillemets pas avoir les mêmes possibilités en fait que ceux qu'on avait une. Finalement je me suis rendu compte que peut-être ceux qu'on avait une ça voulait pas forcément dire qu'ils allaient réussir plus médecine que les autres, parce que je connais des gens qui ont réussi sans, je connais des gens qui ont réussi avec. En tout cas dans ma vie, enfin à Nice c'était les écuries, ce qu'elles offraient c'était des résumés des cours, mais apparemment c'était des résumés sur des cours de l'année précédente, donc c'était pas forcément à jour entre guillemets. Je peux pas parler par expérience, j'en ai aucune idée. Et apparemment tout ce qui va au concours c'est ce qui a été dit dans la salle, donc en gros je pense que c'est quasiment plus pratique d'aller directement dans la salle et prendre des notes plutôt que de payer 3000 € pour avoir ça. Après il y avait des cours par des étudiants d'année supérieure qui expliquaient les cours. Personnellement je sais qu'en première année, enfin les matières que j'ai faites moi en première année en Italie, c'est les mêmes matières qui étaient faites en première année en France. Donc c'était biologie cellulaire, embryologie, génétique, anatomie. Il n'y avait pas tellement de choses genre compliquées à comprendre quoi, peut-être en physique genre parce que moi je suis genre vraiment nulle en physique. Mais à part ça c'était pas vraiment compliqué à comprendre. Peut-être biostatistique parce que je suis aussi nulle en biostatistique. Mais à part les autres choses, enfin avec YouTube et tout ça, je pense que vous pouvez arriver au même niveau que les gens qui ont une écurie sans payer autant aussi cher qu'une écurie. Après ce qui est bien selon moi sur les écuries c'est les QCM, parce que pour moi les QCM c'est ce qui est le plus important, j'en ai fait des centaines de milliers quand je me suis préparée. J'ai ici genre mon... je vais vous montrer tout de suite. Ceux-ci mes amis, ce sont juste des QCM, il y en a en tout, il y en a 11 000 exactement, et j'ai fait entièrement ce livre pendant l'été, il me semble 6 fois, donc du coup voilà, parce que selon moi les QCM c'est hyper important. Et du coup voilà, j'ai fait ce livre là entièrement 6 fois et il y a 11 000 QCM. Du coup j'en ai vraiment fait énormément. Parce que selon moi c'est la meilleure préparation qu'on peut avoir pour tester ses connaissances, voir ses points faibles et voir ses points forts. Et l'avantage des écuries c'est qu'ils offrent des QCM et aussi un classement pour pouvoir s'évaluer. Donc du coup pour moi c'est apprendre à faire des QCM aussi qui est important, parce que comme je dis moi j'ai fait 3000 de QCM et ça permet que le jour de l'examen vous pouvez raisonner façon QCM, parce que genre un sens un peu de raisonnement QCM. Genre je sais que moi quand je lis un QCM la première chose que je fais c'est genre je lis la question, après j'essaye de trouver la réponse avant de lire les réponses, parce que je suis hyper influençable, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais si je lis les réponses je suis genre ah ça c'est juste, ça c'est juste, ça c'est juste, bien je me dis ah il y en a forcément qu'une seule qui est juste, donc du coup je me fais influencer. Donc en gros je lis juste la question et après je pense ok ça me semble que c'est ça la réponse, après je lis les réponses et après j'élimine ce que je sais que c'est pas ça et après je vais lire un peu à déduction. Donc du coup ça c'est ma technique QCM et c'est ce que j'ai développé au fur et à mesure des temps où j'ai fait 3000 QCM dans ma vie. Enfin là j'en ai fait 66 000 avant de rentrer en médecine, après j'ai fait 2 concours de médecine avec je sais pas combien de QCM à chaque fois, et après chacun de mes examens depuis que je suis en première année il y a des QCM. Donc du coup j'ai fait beaucoup de QCM dans ma vie. Après l'été ça peut aussi se permettre de trouver sa méthode de travail. Comme je vous ai dit moi j'ai passé un mois à surligner inutilement quand je suis arrivée en médecine parce que j'avais pas de méthode de travail. Je pensais que genre un livre, mon premier livre de médecine c'était biologie cellulaire que j'ai travaillé. Le livre il était gros comme ça, il s'appelait l'Albert si vous voulez connaître. Donc l'Albert il est gros comme ça et moi je l'ai ouvert, j'ai pris la première page et j'ai tout souligné en rose. C'était cool, c'était tout rose, c'était tout jaune, c'était tout vert. Je suis arrivée à la dernière page, j'avais genre je me souviens de rien, j'ai rien compris, ça fait un mois que je suis en ligne, c'est parfait. Et donc du coup ce que j'ai appris à faire c'est apprendre à faire des flashcards déjà, parce qu'en biologie cellulaire moi il y avait 3 millions de protéines, 3 millions de gènes, 3 millions de trucs comme ça, et c'est le seul truc que le prof il posait. Le prof nous posait des questions sur les didascalies des photos, genre imaginez là il y a une photo, il y a genre un petit texte écrit en minuscule dessous, il posait des questions là-dessus. Donc du coup j'ai fait des QCM avec par exemple le nombre d'atomes ou de molécules à l'intérieur d'une protéine. Il posait les questions sur le nombre d'aminoacides dans une protéine, genre
des noms de gènes et tout ça. Donc j'ai fait beaucoup de flashcards sur Anki, donc ça je l'ai découvert en décembre de ma première année de médecine. Anki, je l'écrirai ici, hyper important. Il y a aussi Quizlet, je l'ai utilisé par phase, j'ai payé le premium pendant 2 ans, mais ça m'a jamais aussi bien convaincu qu'Anki. Donc j'utilise Anki, même si c'est un peu moche et pas trop invitant. Après il y a le discours des fiches, qui fait des fiches, qui ne fait pas de fiches, qui pense que faire des fiches c'est perdre du temps, qui pense que faire des fiches c'est gagner du temps. Mon avis il est mitigé. Généralement quand je fais des fiches c'est parce que j'ai pas envie de travailler, donc du coup j'ai juste envie d'écrire et recopier. Parce que quand j'ai terminé à faire des fiches j'ai pas forcément compris ce que j'ai écrit, des fois j'ai juste recopié, je me souviens de rien et j'ai juste gâché 3 heures de ma vie. C'est un peu à chacun de voir j'imagine. Moi je fais pas des fiches sur tout parce que ce serait impossible et ce serait trop une perte de temps selon moi, enfin pour moi. Et juste des fois par exemple quand c'est mal formulé les choses je mets un post-it dessus et du coup c'est un peu mes fiches à moi, c'est coller un post-it sur le livre en fait. Après je sais qu'on peut acheter les fiches aussi, moi j'ai acheté la Martingale, je mettrai le lien sur Amazon, c'est pour les années suivantes de médecine, pas pour la première année. Je crois que c'est pour la 4ème, 5ème, 6ème année, parce qu'il y a pneumologie, cardiologie, les choses comme ça. Enfin, en gros, pour moi c'est 3ème, 4ème, 5ème et 6ème, mais en France je crois que c'est 4ème, 5ème, 6ème. Et c'est un livre avec que des fiches à l'intérieur, mais le problème c'est que moi ça me permettrait pas de passer l'examen en fait. Ça permet peut-être de voir un petit... enfin... avoir une visualisation un peu rapide du cours, mais je pourrais jamais réussir un examen en apprenant juste ces fiches là en fait, parce que les profs ils demandent, comme pour nous c'est oral en fait, c'est pas écrit, ce que les profs ils demandent c'est beaucoup plus détaillé que ce qu'on peut trouver sur une fiche, parce qu'il faut quand même tenir un discours avec le professeur pendant environ 1 heure, donc du coup sur une fiche d'une page recto verso sur un sujet, genre je vais jamais pouvoir parler 1 heure dessus quoi, donc du coup voilà. Comme j'ai dit, j'avais tout colorié en rose, jaune et vert. Donc en gros il y en a qui trouvent un code couleur, personnellement j'ai pas de code couleur, ça change à chaque fois. Par contre des fois ce que je fais par exemple c'est quand il y a des chiffres, beaucoup de chiffres à l'intérieur d'un texte, je vais mettre les chiffres en vert, les noms propres en rose et le reste en jaune. Et dans tous les cas après j'arrête de le faire et je colorie tout n'importe comment. Donc du coup il y en a qui trouvent un code couleur. Si vous marchez bien avec les codes couleurs, faites-le. Moi ça marche pas. Dans le même sujet, aussi trouver son rythme. Donc par exemple moi il y a des périodes où je me suis réveillée à, je dis pas de bêtises, 4h45, peut-être aller voir mes vlogs en première année. En première année je crois que je me levais à 4h45 et j'avais rendez-vous avec une amie à 5h pour travailler. Oui c'est un peu exagéré, mais on commençait les cours à 8h et on terminait les cours à 18h. Et genre à 18h on rentrait, donc on se préparait, tout ça, il était 19h, après on genre oh, ok on va manger, puis après il était 20h, puis après on travaillait plus. Donc du coup c'est chacun son rythme, justement trouver son rythme. Donc on travaillait de 5h à 8h et après on allait en cours toute la journée, donc en gros c'était notre moment pour travailler. Maintenant c'est moins extrême ce que je fais, je me réveille à 6h, je commence à travailler à 6h15 parce qu'il me faut un peu de temps pour émerger. Et je travaille environ jusqu'à 8h30, après je déjeune, après je vais en cours. J'ai plus autant cours que la première année parce que comme j'ai dit en première année je commençais en décembre donc c'était assez compact. J'ai cours entre 16h et 18h mais des fois jusqu'à 20h ou jusqu'à 21h s'il y a des profs qui ont la flemme de venir plusieurs fois par semaine. Donc du coup ils viennent une fois et ils nous font genre un marathon de cours. Mais j'ai plus de temps pour travailler aussi le soir quand je reviens de cours, donc je suis passée à un mode de vie et un rythme moins extrême qu'avant et qui me convient pareil ou même mieux. Quand je dis que je me réveillais à 5h aussi à préciser, j'allais pas au lit à minuit en fait, hein. J'allais vraiment au lit à 22h je pense, ou même à 21h, peut-être pas 21h mais à 22h sûr. Donc du coup si vous vous réveillez à 5h, faut pas vous dire que vous allez travailler jusqu'à minuit et vous réveillez à 5h, genre c'est impossible, c'est pas genre maintenable. Il faut au moins que vous passiez 8 heures physiquement dans votre lit. Je sais que j'ai une Fitbit pour regarder mon sommeil, si je passe 8 heures physiquement dans mon lit, en réalité je vais dormir 6 heures parce que je mets du temps à m'endormir, je vais pas forcément aller exactement au lit à 8 heures dans mon lit. Enfin 8 heures avant dans mon lit. Donc du coup en voulant passer 8 heures physiquement dans mon lit, en réalité généralement je dors autour de 6 heures. Donc dans le même sujet que le rythme, c'est maintenir un rythme qui est possible maintenir pendant 1 an ou même 2 ans si vous doublez. Parce qu'il faut aussi de l'endurance, parce que ça sert à rien de se brûler tout en 2 semaines parce que quand même la route est longue. Et comme la route est longue, je dirais qu'il faut se créer un groupe. Moi je sais que j'ai un groupe, je déteste travailler en groupe, genre à chaque fois que je travaille en groupe ça s'est mal passé.
parce que j'arrive pas à travailler avec d'autres personnes, parce que comme je me compare, et ben je stresse et donc du coup après je suis plus du tout efficace parce que je panique, parce que je me dis que tout le monde connaît mieux que moi toutes les choses et que ça sert à rien que je passe l'examen parce que je le réussirai jamais. Donc du coup je préfère travailler toute seule. Après c'est bien de parler au dernier moment, enfin peut-être pas au dernier moment, genre avant l'examen, genre s'il y a des gens qui viennent me poser des questions, je suis en mode genre je vous entends pas, parce que je sais qu'il y a, je vais pas dire son nom parce qu'on sait jamais, il y a un garçon dans ma classe qui vient toujours avant les examens, il va voir tout le monde et il commence à parler de l'examen, mais genre il t'embrouille parce qu'en fait il dit des choses fausses en fait, mais il est sûr de lui et donc du coup t'es en mode genre non j'ai pas vu ça, moi c'est écrit où, et en fait c'est juste que lui avant de l'examen il commence à paniquer, il commence à mélanger tout. Après il est super fort, c'est genre un des meilleurs de ma classe, mais juste avant l'examen il commence à paniquer, à tout mélanger, donc du coup il commence à te poser des questions sur des choses qui sont même pas dans le livre, ou alors complètement te mélanger les sujets. Donc du coup moi avant les examens j'aime bien genre mettre des écouteurs ou alors mettre avec des gens qui s'en battent les couilles de l'examen et comme ça on parle pas de l'examen. Mais par exemple je sais que pour les examens d'anatomie pathologique, la semaine d'avant, toutes les filles de mon groupe on faisait le même examen. Donc du coup on parlait un petit peu de l'examen, genre au dîner où on se posait genre des questions, genre si on n'avait pas compris quelque chose sur le groupe, sur le chat, sur WhatsApp, on s'envoyait genre une photo du livre, on s'envoyait une photo du livre, on faisait genre quelqu'un peut m'expliquer, pas compris ça, ou alors moi je sais que j'apprends bien si j'explique à quelqu'un, donc et si quelqu'un avait la flemme de travailler le soir et dit genre oh mon dieu il faut que je fasse le foie mais j'ai pas envie genre de le lire, j'ai vraiment pas envie de le faire, fait ah bah laisse-moi t'expliquer, et on s'assied sur le lit, on fait ok donc je t'explique le foie. Donc la stéatose hépatite ça correspond à des gouttes de gras qui se trouvent à l'intérieur des hépatocytes, bon voilà. Et en parlant, et ben, je révisais et elle en m'écoutant, elle l'apprenait. Donc du coup voilà, se faire un groupe de travail ça peut être bien, surtout pour se supporter aussi émotionnellement, psychiquement, physiquement. Donc du coup c'est mon conseil. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, comme toujours, dans les commentaires. Si vous avez aimé, lâchez un like, abonnez-vous et à la prochaine vidéo.